Donc pourquoi des nouveaux solvants déjà? Parce que finalement, des solvants extrêmement intéressants, il en existe plein, hein. L'eau est un très bon solvant, l'huile est un très bon solvant, l'acétone, l'éthanol, les solutions hydroalcooliques marchent très très bien. Dans le domaine industriel, typiquement aujourd'hui, on a une grosse majorité de solutions hydroalcooliques et d'eau. Pourquoi aller chercher des nouveaux solvants? Alors, la première raison, en tout cas celle sur laquelle nous on s'est penché, c'est les côtés toxiques, volatiles, qui pouvaient être problématiques. Je vais prendre un cas un peu spécifique, c'est le cas de l'extraction de l'héparine qui se fait en Bretagne, où on va extraire du mucus de cochon un composé actif qui s'appelle l'héparine. Ce composé actif, on va l'extraire à l'éthanol. Alors, ça paraît être un solvant assez sympa, mais finalement, pour pouvoir faire ça, quand on travaille sur du tonnage industriel, on est obligé de travailler en combinaison ITEX complète. Donc, ça veut dire avec une bouteille à oxygène dans le dos et dans des conditions de dangerosité assez importantes. Donc, finalement, réussir à avoir des solvants qui seraient non volatiles, déjà, ce serait pas mal. S'ils pouvaient être peu toxiques, ce serait encore mieux. Et puis surtout, les solvants classiques, c'est une restriction de polarité, une sélectivité relativement faible, et puis ils sont rarement biocompatibles. Alors, bien sûr, si je mets l'eau à part de tout ça. Les solvants classiques, c'est 10 puissance 7 tonnes de solvants organiques produits par an et utilisés dans l'industrie. C'est moins de 60 solvants finalement, donc c'est pas une grande variété. Et puis surtout, c'est moins de 30 solvants réellement utilisés dans les laboratoires aujourd'hui. Donc ça veut dire que le panel de solvants qu'on a, il est finalement assez faible. On a une trentaine de possibilités, pas plus. Donc au niveau des nouveaux solvants sur lesquels nous on s'est penché sur deux types de solvants. Le premier, ce sont les liquides ioniques, et le second type de solvant, ce sont les solvants eutectiques. Alors, il y a une histoire de temporalité. On a d'abord commencé par les liquides ioniques, et puis quand on a, aux alentours de 2015, pour une raison que j'expliquerai un peu plus tard, on a un peu switché sur les solvants eutectiques, ce qui est d'ailleurs à peu près la lignée et la démarche qui a été suivie par l'ensemble de la communauté des solvants type liquide ionique, où tout le monde a un peu migré sur des solvants eutectiques aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre, on va déjà rentrer dans l'histoire du sujet. Qu'est-ce qu'un liquide ionique? Alors, un liquide ionique, c'est un sel, mais c'est un sel organique. Donc, ce sel organique, il est composé en partie d'un cation organique, typiquement imidazolium, phosphonium, ammonium quaternaire, et puis d'un anion qui, lui, pour le coup, peut être organique ou inorganique. Et l'association de ces deux va nous donner un liquide ionique. Alors, les liquides ioniques, pour les fabriquer, c'est assez simple, hein. On va partir, par exemple, d'un méthylimidazolium, qu'on a ici. On va rajouter un chloroéthanol. On va faire ça, nous, on fait ça sous micro-ondes, parce qu'on a une spécificité micro-ondes. Donc, on fait ça sous irradiation micro-ondes. Et en 10 minutes, on a une quaternisation de l'ammonium, ici, qui permet d'obtenir déjà un sel. Ce sel, d'ailleurs, est déjà un liquide ionique, mais il n'est pas très intéressant au niveau de ses propriétés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une métathèse anionique, c'est-à-dire qu'on va échanger le Cl- ici par un PF6-, de façon à obtenir ce liquide ionique-là, qui, lui, a des propriétés extrêmement intéressantes. Alors, des propriétés de viscosité, de résistance à l'eau, de résistance à l'air. On peut en produire des hydrophiles, des hydrophobes, on va pouvoir en produire une très, très grande variété. Et on va en pouvoir surtout en produire pour différentes applications. Ils peuvent être plutôt acides, ils peuvent être plutôt basiques, ils peuvent être, donc j'ai dit, hydrophiles, hydrophobes, visqueux, pas visqueux. Du coup, on peut les imaginer et les concevoir de façon à obtenir un solvant qui serait dédié à une application. Ça veut dire que là, maintenant, on commencerait à réfléchir non plus, j'ai 30 solvants, essayons de faire les applications qu'on souhaite développer à partir de ces 30 solvants, mais plutôt de réfléchir à, j'ai une application, est-ce que je peux concevoir un solvant avec toutes mes connaissances de chimie pour pouvoir obtenir le solvant qui serait le plus performant pour l'application que je souhaite développer. Alors, de façon générale, ces solvants, ils ont un intérêt, ils sont plutôt non inflammables, non volatiles. Ils ont généralement des densités qui sont supérieures à l'eau, ce qui va permettre des séparations liquide-liquide assez simples. Ils sont issus de synthèse organique, mais de synthèse relativement simple et avec des rendements élevés, typiquement, hein, celle que je vous ai mise en dessous ici, qui est le méthylimidazolium avec du chloroéthanol. C'est pas du tout de la synthèse organique de haut niveau. C'est facile à recycler. Et généralement, ce n'est pas soluble dans les solvants organiques, en tout cas dans la plupart des solvants organiques, ce qui permettra de faire de l'extraction liquide-liquide de façon assez simple. Alors, bien sûr, je vous dis que les liquides ioniques, c'est formidable. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça a quand même une fenêtre, entre autres, d'utilisation assez intéressante. Si je prends ici ce tableau-là et que je regarde les points de fusion qui sont sur la dernière colonne, on est sur des liquides qui sont liquides à partir de moins 81 degrés dans certains cas.
Donc, si je prends le cas, par exemple, du BMIM C4MIM, là, celui qui est au milieu, son point de fusion, c'est moins 80. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui est liquide largement en dessous de 0. Et si je regarde, ça n'a pas de point d'ébullition, ça a juste un point de décomposition. Son point de décomposition, c'est la température ici qui est encadrée en bleu. C'est généralement supérieur à 350 degrés. Alors, ça peut être encore un peu plus que ça, mais on est finalement avec une fenêtre à l'état liquide comprise entre moins 60, dans les cas qui sont, dans certains cas présentés ici, jusqu'à plus 350. Si vous regardez bien dans tous vos solvants organiques que vous avez dans les laboratoires, il n'existe aucun solvant permettant d'avoir une fenêtre liquide de cette envergure. Donc ça, déjà, c'est un avantage énorme puisque je vais pouvoir aller travailler sur des basses températures et sur des hautes températures avec le même solvant en étant liquide. Ce qui me permettra d'aller faire des comparatifs, par exemple, d'extraction à froid et d'extraction à chaud. Je vais pouvoir aller extraire des choses à moins 20 degrés avec un solvant. Alors quand je dis liquide, c'est liquide, mais il faut quand même, ça reste quand même très visqueux. Ici, vous avez d'ailleurs les viscosités qui sont représentées. On reparlera un peu de viscosité tout à l'heure. Les viscosités qui sont représentées, on est quand même sur des composés qui sont assez visqueux. C'est généralement des viscosités qui vont être inférieures à celles du glycérol. Pour le glycérol, on va être à 900 à peu près, mais qui sont... on est quand même déjà sur un liquide, on voit bien que ce n'est pas de l'eau. Hein. Donc, on sait que ça va avoir un impact un petit peu sur la suite des opérations. Alors, si c'est liquide, hein, c'est tout simplement parce qu'on a ce que j'ai représenté à droite ici, une configuration avec une énorme délocalisation électrostatique. Et c'est cette délocalisation électrostatique qui va conduire à l'aspect liquide de ces sels. Alors, c'est des sels qui sont quand même très particuliers. Il faut savoir que la plupart des sels, d'habitude, ont des points de fusion supérieurs à 800 degrés. Ici, on est plutôt sur des points de fusion de l'ordre de la température ambiante, voire inférieure au zéro. Typiquement, si on conçoit bien son liquide ionique, si on réfléchit bien à avoir une grosse délocalisation, si on ne se débrouille pas trop mal, normalement, on va avoir quelque chose qui permettra d'être liquide à température ambiante. Et puis dessus, je vais pouvoir y ajouter des fonctions, des groupes fonctionnels. Alors, soit j'ai envie d'ajouter des fonctions hydrophiles, soit des fonctions hydrophobes, soit des noyaux aromatiques pour faire du p-stacking au moment de l'extraction, soit des phénomènes dipôle-dipôle, permettant aussi d'accélérer ou d'augmenter les capacités d'extraction. Tout ça, c'est moi qui vais le choisir et qui vais le réfléchir. Donc, je vais vraiment concevoir mon solvant pour son application. Alors, je vous ai mis ici un ou deux exemples de synthèse. Alors, c'est des synthèses très, très simples qu'on a faites au laboratoire. Synthèse en une étape pour obtenir la première partie du liquide ionique. Si vous regardez bien, hein, je vous ai dit que les rendements étaient élevés. On est sur des rendements qui sont supérieurs à 90%. On est quasiment sur du quantitatif si on regarde en considérant les pertes au niveau des réacteurs. On est sur du rendement quantitatif. Donc, sur la première étape, on est sur du quantitatif et la deuxième étape, c'est pareil. Donc, finalement, avec des durées assez courtes, puisqu'on est sur des temps d'irradiation, sous irradiation micro-ondes, compris entre 4 minutes et alors 40 minutes sur les trucs les plus lents. Du coup, on peut assez rapidement faire des liquides ioniques. Ce qui est un peu important si vous êtes en train de réfléchir à trouver une alternative au solvant traditionnel, et si vous mettez déjà 2 jours à préparer le solvant avec énormément de consommation de solvant, bah finalement, vous avez peut-être un solvant qui sera un peu qualifié de vert ou en tout cas d'intéressant, de performant. Par contre, vous aurez généré des coproduits, vous aurez généré de la consommation énergétique. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a posé problème à un moment donné avec les liquides ioniques. L'idée était ici, par exemple, nous, de faire des synthèses sous irradiation micro-ondes et sans solvant. Donc l'idée, c'était on va fabriquer un liquide ionique, mais on ne générera pas de co-solvant au moment de la fabrication, sauf ici, parce que c'est inévitable au moment de la métathèse anionique. On a développé... Là, je vais prendre un exemple qu'on a développé au laboratoire avec ces liquides ioniques. On a développé, il y a quelques années de ça, sur des lichens, tout un programme sur l'extraction sélective à partir de liquides ioniques. Donc, on avait pris ici 5 métabolites, 5 métabolites spécialisés, l'intranorine, le MOC, l'atranol, l'acide fumarate-protostéarique et l'acide physodique, qui sont des composés courant dans les lichens. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'on est capable d'aller chercher sélectivement ces espèces-là. Alors, l'idée, hein, c'est toujours d'avoir un solvant sélectif pour éviter d'avoir des purifications à faire derrière. Plus le solvant sera sélectif, et plus on peut imaginer qu'il soit intéressant, en tout cas au niveau des applications industrielles. Pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le micro-ondes comme méthode d'extraction pour de la performance et les liquides ioniques pour la sélectivité. Dans un premier temps, on a pris l'encadré rouge qui est ici, là, en type de liquide ionique.
Et on a fait des essais, et ça ne marchait pas du tout. Alors, en fait, si on avait réfléchi 2 minutes et qu'on ne s'était pas lancé tête baissée dans l'histoire, on aurait eu un peu moins de surprises, tout simplement parce que si je reviens en arrière, si je regarde bien sur l'intégralité des composés que j'ai choisis, ce sont des composés plutôt porteurs de groupements hydroxy, plutôt porteurs de noyaux aromatiques. Et moi, les premiers liquides ioniques que j'ai choisis ici, ce ne sont que des phosphoniums et des ammoniums, tous les deux quaternaires, mais par contre, clairement, pas du tout aromatiques, que sur des composés linéaires. Et ça ne marche pas du tout. Avec ça, on n'extrait aucun des composés qui nous intéressaient. Du coup, on a changé de famille. On a pris cette fois-ci des composés avec des noyaux aromatiques. Et là, ça change tout. Ça marche très, très bien. Vous remarquerez qu'ici, on a des composés avec ici 2 carbones sur cet azote-là. Ici, un seul carbone. Ces deux-là, ce sont les mêmes, là. Ceux qui sont sur le bout. Ce sont les deux mêmes, sauf qu'ils ont un carbone de plus, soit sur l'anion, soit sur le cation. Et on est parti sur un comparatif. Alors, pour ce faire, on a pris du lichen, broyé. On part sur 250 mg de ce lichen, mélangé avec 5 ml de liquide ionique. C'est toujours le ratio qu'on utilise au laboratoire. Quelle que soit notre façon de travailler, on s'est rendu compte depuis des années que ce ratio est quasiment le ratio idéal, en tout cas pour commencer à faire de l'exploration. Ensuite, on a fait une extraction sous irradiation micro-ondes, ce qui nous a permis d'obtenir dans le réacteur les métabolites spécialisés, le liquide ionique et la poudre. Par centrifugation, filtration, on a éliminé la poudre, ce qui nous permettait de récupérer que le liquide ionique et les métabolites. Et puis, par une contre-extraction, alors soit liquide-liquide, soit par méthode de chromatographie type SPE, on a séparé le liquide ionique des métabolites, ce qui nous a permis de caractériser en HPLC-MAS les métabolites obtenus. Et puis là, on a recyclé le liquide ionique. Alors, objectivement, pour être honnête, sur 5 ml, la plupart du temps, on ne s'amuse pas vraiment à recycler le liquide ionique, ce n'est pas très valable. Quand on part sur des plus grosses quantités, ça devient intéressant. Ce qu'on a obtenu ici, c'est, alors là, je vous mets une toute petite partie des résultats qui ont été obtenus. J'ai pris 3 des métabolites spécialisés que l'on a étudiés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier l'influence du mode d'extraction, à savoir comparaison micro-ondes bain d'huile avec le même liquide ionique, ou influence du mode d'extraction toujours micro-ondes bain d'huile, mais avec un autre liquide ionique pour voir ce qu'on avait. Et si je compare ces 2 histogrammes qui se trouvent en haut, on va se rendre compte qu'on a de façon assez importante une sélectivité de la part du micro-ondes déjà, mais aussi de la part des liquides ioniques choisis. Typiquement, ce liquide ionique-là, à gauche, n'extrait pas du tout la même chose que le liquide ionique à droite. C'est-à-dire que si j'ai envie d'extraire ici de l'anthranorine, je peux en extraire avec ce liquide ionique-là au bain d'huile, sachant que j'en extrairai pas du tout au micro-ondes, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'autre liquide ionique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais devoir faire une mise au point sur un liquide ionique, je vais être obligé de regarder pour mon liquide ionique et pour des métabolites spécialisés, une mise au point à chaque fois. Ça veut dire un liquide ionique ne sera pas standard. Il va être spécifique d'un métabolite et il sera spécifique d'un mode d'activation. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, au micro-ondes, ça marchera très bien avec ce liquide ionique-là, ça marchera moins bien avec l'autre. Il va falloir que je refasse une mise au point à chaque fois. Alors, c'est intéressant parce que ça laisse plein d'opportunités. Maintenant, c'est problématique malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on estime à 10 puissance 58 le nombre de liquides ioniques faisables. Du coup, la question, c'est lequel je prends? Et si je dois refaire une mise au point à chaque fois que je change de liquide ionique, ça crée une diversité possible et un nombre d'expériences à réaliser quasiment impossible. Donc, c'est un vrai problème, cette histoire de quel liquide ionique je vais devoir choisir et comment je peux m'y prendre. Si je prends le cas en bas, là, ici, les 2 essais en bas, c'était des essais d'extraction en fonction de la température. Vous voyez que même sur l'extraction en fonction de la température, là, j'ai 2 liquides ioniques qui sont quasiment identiques. Il y en a un qui possède juste un carbone de plus que l'autre. Et ici, j'arrive à extraire quasiment un peu de tous les métabolites avec ce liquide ionique-là qui possède un carbone de plus sur le méthylimidazole et un carbone de plus sur son anion. On va n'extraire que du MOC. Et on extraira quasiment rien d'autre. Ce qui veut dire qu'à un carbone près, je vais avoir une énorme modification des conditions d'utilisation. Ça, c'est encore une fois une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir vraiment ajuster pour des propriétés spécifiques et un vrai inconvénient parce que ça veut dire que si je me trompe de liquide ionique à un carbone près, je peux très bien passer à côté de quelque chose qui marchait et qui là, pour le coup, ne marchera plus. Par contre, ce qui est intéressant sur notre utilisation micro-ondes, c'est on a fait un essai, je vous ai dit tout à l'heure qu'on partait tout le temps sur 250 mg de matrice avec 5 ml de solvant. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur un scale-up pour essayer de voir si on pouvait transposer ça. Et on est parti sur 25 grammes de lichen et 500 ml de liquide ionique.
Et les résultats, alors même protocole, hein, c'est toujours sous irradiation micro-ondes, tout ça. Et les résultats qu'on a obtenus, ce sont ceux qui sont représentés dans l'histogramme en bas. Ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la quantité sur laquelle on va travailler, le taux d'extraction ne bougera pas. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que je peux très très bien travailler sur des très faibles quantités de liquide ionique, travailler sous irradiation micro-ondes, et si ça marche bien, retransposer sur des plus gros volumes de façon assez simple parce que j'ai un scale-up complètement homothétique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas courant. Alors, on pourrait se poser cette question, c'est est-ce que c'est intéressant de faire des liquides ioniques au-delà du développement durable, du côté recyclable? Il faut savoir que si je travaille avec de l'eau, par exemple, le solvant est pas cher. Un liquide ionique, ça peut coûter jusqu'à 2000 € le litre. Donc imaginez bien qu'à 2000 € le litre, quand vous commencez à vous lancer sur des extractions industrielles, il va falloir être convaincant. Pas beaucoup de personnes achètent un solvant à 2000 € le litre pour pouvoir faire des extraits. Donc ici, je vais prendre un cas qui a été développé en 2006, hein, ce n'est pas un cas récent, il a été développé en 2006 à l'université de Bath. Et ce cas, il est porté sur l'extraction de l'artémisinine. Alors l'artémisinine est un composé qu'on utilise en pharmacie, un petit peu moins aujourd'hui, mais encore pas mal utilisé, en pharmacie pour traiter la malaria. Ce composé, on peut le faire de synthèse, donc c'est le composé qui est en haut à gauche ici. Il est fabricable de synthèse, mais vous avez vu que vous avez un certain nombre de centres asymétriques, enfin, vous avez même pas mal de centres asymétriques. Ce n'est pas le composé le plus simple à faire, et traiter la malaria, il faut que ça coûte très peu cher. Il faut que ça coûte pas cher parce que c'est une maladie qui est essentiellement répandue en Afrique et que on peut pas proposer des médicaments hors de prix. Du coup, ce qui a essayé d'être fait, c'est d'essayer d'utiliser l'artémisia, qui est la plante qui se trouve au milieu ici, et de partir de cette artémisia pour faire une extraction. Ça marche très très bien. L'extraction classique, c'est acétate d'éthylhexane pendant 8 heures. On fait brasser ça avec de la matière sèche, donc on prend de l'artémisia séchée, on la met pendant 8 heures à brasser avec de l'acétate d'éthyle et de l'hexane. Ensuite, on sépare, on évapore le solvant, on fait recristalliser pendant 48 heures, on nettoie à l'hexane, on recycle le solvant parce qu'on a envie de faire un truc un peu bio-compatible, et on recristallise ça, dans mon souvenir, dans l'éthanol. À la fin, on a de l'artémisinine. Ça marche très très bien, c'est le procédé classique utilisé. La volonté de l'équipe de Bath, c'était de développer un procédé alternatif pour pouvoir extraire cette artémisinine à partir de liquide ionique, à l'aide de liquide ionique. Donc l'idée, c'était on prend des liquides ioniques, on mélange ça avec de la biomasse, et puis on laisse tourner. Alors on a besoin de laisser tourner un peu moins longtemps, déjà c'est plutôt 4 à 6 heures plutôt que 8, donc on a déjà quasiment diminué par 2 le temps de séjour. Et puis l'idée, c'était de nettoyer à l'eau, donc on évitait l'hexane et tout ça, de nettoyer à l'eau et d'obtenir une artémisinine assez propre, la plus propre possible. Ça marche très très bien. On obtient des cristaux purs à 95% par RMN, sans aucun résidu de solvant, et la séparation finale se fait en moins de 10 minutes. Du coup, la preuve de concept, elle a été faite. Mais ce qui est intéressant sur cet exemple-là, c'est que l'université est allée un peu plus loin. Ils ont, donc ça, c'est des liquides ioniques qui ont été utilisés, celui d'en haut, là, le DMEA, et le BMEOA, qui est en bas. Les deux fonctionnent très très bien. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude de coût. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Si je regarde la première colonne, là, l'efficacité d'extraction, et c'est souvent ce qu'on va regarder quand on va faire de l'extraction, on va regarder cette efficacité d'extraction et on va cibler là-dessus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que si je regarde ici, l'éthanol marche super bien. Le CO2 supercritique marche également très, très bien. Le liquide ionique, ça marche pas mal, mais par rapport à l'éthanol ou au CO2 supercritique, on ne peut pas dire qu'on ait une différence majeure. Je vous rappelle que j'ai parlé d'un solvant tout à l'heure qui peut coûter 1000 € le litre. Si l'éthanol marche quasiment aussi bien à 73%, ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas intéressant d'aller là-dedans. Par contre, si je regarde déjà sur les durées d'extraction, j'ai des durées d'extraction qui ne sont pas tout à fait équivalentes. C'est un peu moins long pour les liquides ioniques, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de regarder le running cost ici. Ce running cost, il va permettre à un moment donné, sans inclure les équipements, ça c'est ce qu'on aura à côté, il va inclure tout ce qui va être les coûts énergétiques, les gaz, la main-d'œuvre, tout ça est inclus à l'intérieur. Si je regarde, le coût le moins cher, alors c'est les HFC, mais ceux-là, on n'a plus le droit de les utiliser. Donc de toute façon, ceux-là, ils étaient là en démonstrateur, mais on n'a plus le droit de les utiliser. Par contre, sinon, quand je regarde le running cost, le solvant
type liquide ionique, il est hyper intéressant. Il est hyper intéressant par rapport à l'éthanol. Alors, on pourrait se poser la question de, puisque le solvant coûte très cher, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Ben, il est intéressant tout simplement parce qu'on est sur un composé pharmaceutique, que ce composé, il a pour vocation d'être seul dans l'extrait, et que je ne peux pas me permettre d'avoir un mélange, et que du coup, ben, si j'ai un mélange, je vais devoir purifier, et beaucoup purifier. Et comme je vais devoir beaucoup purifier, ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me prendre beaucoup de main-d'œuvre, et ça va fortement augmenter le coût de mon produit fini. C'est pour ça qu'ici, je suis à 47 € le kilo, et que sinon, dans le liquide ionique, je peux descendre à 22 € le kilo. Cet exemple-là, je voulais vous le montrer parce qu'il est caractéristique d'erreurs qu'on peut faire quand on regarde que l'efficacité du solvant sur lequel on est en train de travailler et qu'on ne prend pas en compte tout ce qu'on peut avoir autour. Si on doit faire un développement pour vocation industrielle, ou en tout cas si on est en train de faire de la recherche fondamentale avec une démonstration en disant « Regardez, mon truc, il est intéressant parce qu'il y a du développement durable », il faut bien prendre en compte tous les points. Typiquement, faire des ACV si on est en train de démontrer du développement durable, et typiquement faire des études de coûts si on est en train de montrer un intérêt potentiellement financier sur l'histoire. Donc ça, c'était pour vous montrer que les liquides ioniques, ils ont beau être chers, finalement, on peut gagner un peu en budget. Donc, c'est des procédés qui sont capables d'être utilisés assez facilement avec des micro-ondes. On a une grosse influence du micro-ondes et grosses variations sur les efficacités. C'est plutôt intéressant et on peut aller chercher de l'application industrielle. Vous vous doutez bien que si c'était si idéal que ça, aujourd'hui, c'est les seuls solvants qu'on utiliserait. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que j'ai beau dire que leur synthèse est facile, il n'empêche que ça reste un solvant de synthèse. Donc, ce n'est pas un solvant que je peux acheter tout prêt. Alors, il y a certaines sociétés qui le fabriquent, mais ça va nécessiter une étape préliminaire de fabrication, donc un coût énergétique, donc un coût potentiellement de purification et de fabrication de co-solvants. Et du coup, on a du mal à les argumenter comme étant des solvants verts. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on se dirige beaucoup vers des solvants plutôt dits verts, type agrosolvant, type hydrotrope, type solvant eutectique. Et les liquides ioniques ne font pas tellement partie de cette gamme-là. Ce sont des super solvants, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient verts. Ils sont intéressants, mais certainement que le mot vert ne leur correspond pas tellement. Du coup, déjà, ça met un petit biais et un petit bémol sur ce qu'on pourrait faire. Deuxième point, ces liquides ioniques, il s'appelle méthylimidazolium PF6. Vous imaginez bien que si vous êtes en train de faire un extrait et que vous appelez L'Oréal et que vous dites « Oui, je vais faire des extraits de produits naturels et je vais utiliser un méthylimidazolium PF6 », ça marche pas tellement, quoi. L'hexafluorophosphate, c'est pas un truc qui est hyper vendeur. Et du coup, au niveau marketing, c'est un vrai frein. En tout cas, c'était un vrai frein pour les applications industrielles cosmétiques. Du coup, il fallait trouver une alternative. Et une des alternatives qui est apparue assez rapidement, c'est l'utilisation potentiellement d'abord liquides ioniques plutôt bio-inspirés, biosourcés, typiquement à base de morpholinium, tout ça. Il y a une équipe en Allemagne avec Werner Kunz qui travaillait beaucoup sur ces solvants-là. Lui, sa thématique, c'était de dire « j'ai envie de faire des drinkable ionic liquids ». L'idée, c'était « on va en faire des liquides ioniques qu'on pourra poser sur la table et je pourrais vous en servir un verre ». Il n'en est jamais arrivé là, mais dans son idée, c'était « on va essayer de réfléchir plutôt au-delà des 10 puissance 54, on s'en fout de ce nombre-là. Peut-être que parmi ceux-là, on peut en trouver des intéressants ». Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à éliminer la problématique du coût, on n'a toujours pas réussi à éliminer la problématique de la dénomination de ces liquides ioniques-là. Et du coup, en continuant à chercher et à creuser, sont apparus dans les années 2005-2008 les solvants eutectiques. Donc, on va voir juste après ce que c'est. Et ces solvants eutectiques ont été poussés dans le retranchement jusqu'en 2014, où là, on a carrément fait apparaître les Natural Deep Eutectic Solvents, les NADES, qui sont apparus dans la fin des années 2013, début des années 2014. Alors, les solvants eutectiques profonds, DES, c'est un truc assez général. Parmi ces DES, on va en trouver des plus spécifiques, typiquement les Natural Deep Eutectic Solvents, les NADES, qui sont, eux, des solvants eutectiques naturels. Donc, normalement, ils sont censés être faits à partir de produits issus de la nature. Alors, on se posera toujours la question, par exemple, si je fais menthol, thymol, c'est bien deux composés qu'on trouve dans la nature. Le seul truc, c'est que quand vous les achetez, ils viennent jamais de la nature. Donc, est-ce que ça reste des composés naturels ou pas? C'est une vraie question. On peut trouver les TDES. Les TDES, c'est des Therapeutical DES. Donc, c'est des DES fabriqués à partir, entre autres, de molécules thérapeutiques, typiquement ibuprofène. Et les supra-DES, plutôt faits à partir de supramolécules type cyclodextrine. Et puis,
il y a aussi ce qu'on va appeler les mélanges eutectiques, qui sont ni eutectiques profonds, mais qui sont des mélanges qui seront plutôt liquides à température ambiante, qui sont indirectement encore une catégorie, une métacatégorie des solvants eutectiques profonds. Alors, comment est-ce qu'on fait ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est? Alors, INDES, c'est une association par liaison hydrogène. Et contrairement au liquide ionique, tout à l'heure, on était sur de la liaison covalente et ionique. D'abord covalente pour la formation de l'ammonium quaternaire, puis ionique pour l'apparition du contre-anion. Ici, on n'est que sur de l'interaction faible, que sur de l'interaction hydrogène. Il n'y a aucune création de liaison entre les composants des solvants. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut tout faire pour pas qu'ils réagissent ensemble. Alors, honnêtement, moi qui viens de la synthèse organique, c'est un peu contre-intuitif, l'histoire de on va faire de la chimie, mais il ne faut surtout pas qu'on fasse de réaction. Ça nécessite un petit peu une démarche intellectuelle. Ça s'approche plus de la formulation que de la synthèse organique. Donc typiquement, là, j'ai mis ici un certain nombre de composants qui peuvent produire des laisses, à savoir des ammoniums quaternaires, des acides carboxyliques, des alcools, des sucres, des acides aminés. C'est un exemple, il y en a beaucoup plus que ça. Tout ce qui est capable de générer une interaction hydrogène, c'est potentiellement INDES. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des composés qu'on pourra choisir avec des toxicités faibles, à moins de choisir ici des bons donneurs et accepteurs de liaison hydrogène non toxiques. Généralement, sont non volatiles. Ils vont être non inflammables la plupart du temps. Ils ont un fort pouvoir de solvant, vraiment. À titre d'exemple, on a fait il n'y a pas très longtemps une analyse sur un ATR et on a solubilisé le joint du cristal cuvette qui se trouve sur l'ATR. C'est un très très bon solvant. Et ça a un fort pouvoir extractant, c'est-à-dire que si vous les choisissez judicieusement, non seulement ils sont capables de solubiliser des molécules, mais ils sont surtout capables d'aller les chercher dans les matrices. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un solvant eutectique? Un solvant eutectique, c'est un mélange donc, de deux composés qui vont interagir par liaison hydrogène jusqu'à arriver ici à ce point eutectique profond. D'accord? Typiquement ici, chlorure de choline, urée, tous les deux ont un point de fusion à 300 et 133 degrés. Et avec ça, j'obtiens ce qu'on appelle de la réline. Et cette réline a un point de fusion à 12 degrés. Je rappelle, c'est sans liaison covalente. C'est juste ces deux produits mélangés ensemble vont conduire à l'obtention d'un produit à l'état liquide. Globalement, on appellera un point eutectique profond un point qui diffère de l'idéalité. Donc l'idéalité, c'est ici, c'est le point eutectique. Ça, c'est ce que vous avez tous fait si vous avez déjà fait un TP ou de la synthèse organe un petit peu. C'est quand on veut vérifier la pureté d'un produit, on prend un banc de Pau-Fleur, on vérifie le point de fusion. Et si le point de fusion est plus bas que le point théorique, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas pur. Bah là, exactement ce qu'on va faire, c'est essayer de tout faire pour que ça ne soit pas pur. Normalement, ce point eutectique, il est plus bas, mais il n'est pas très bas. Le point eutectique devient un point eutectique profond à partir du moment où on sort de l'idéalité et qu'on est ici, sur ce point-là. Nous, le point auquel on va s'intéresser, ce n'est pas obligatoirement un point eutectique profond. Nous, à partir du moment où ce sera liquide à température ambiante, qu'il soit profond ou qu'il soit juste eutectique, ça nous suffit en fait. Le tout, c'est que ce soit liquide à température ambiante pour être utilisable dans des conditions d'extraction. Hop. Alors, ces solvants, ils ont été utilisés dans plein d'endroits. On les a vus à peu près dans le cours des dernières années. Si vous tapez solvant eutectique et que vous regardez dans le titre, vous allez trouver 12 000 publis. Si vous tapez solvant eutectique et vous demandez à ce qu'il vous sort toutes les publis qui contiennent ce mot-là, vous allez en trouver plus de 90 000. Parce qu'il y a des solvants eutectiques aujourd'hui qui sont collés à peu près partout. Captation de CO2, santé, chimie analytique, organique, extraction, électrochimie, catalyse. On en a à peu près mis partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une température de fusion assez basse, qu'on peut moduler leurs propriétés de polarité, que leur densité est modulable, le pH est modulable, la conductivité est modulable, la viscosité est modulable. Tout ça, ça veut dire que je vais pouvoir l'ajuster encore une fois pour obtenir ce que je souhaite. Et puis, en fonction de la nature de mes composés et de mon ratio, c'est comme ça que je vais moduler toutes ces propriétés-là. Donc, à moi de choisir les bons composés et le bon ratio pour obtenir toutes les propriétés qui vont m'intéresser. L'idée, c'est de cibler une température d'utilisation qui soit compatible avec mes applications et une teneur en eau qui soit adaptée. Alors là, je vais juste faire une petite aparté sur cette histoire de teneur en eau. Vous doutez bien qu'ici, on n'a pas de liaison covalente. Ce qui fait que, par exemple, je vais prendre un eutectique, acide citrique glucose. C'est une sorte de morito, mais sans la menthe. Je prends acide citrique glucose et je les associe par interaction hydrogène. Quand il n'y a pas d'eau, forcément, les interactions hydrogènes, elles n'ont lieu qu'entre l'acide citrique et le glucose. Si maintenant, je commence à rajouter de l'eau,
Au bout d'un moment, je vais avoir une solvatation de mon acide citrique et mon glucose, et les interactions hydrogènes, elles ne vont plus avoir lieu entre acide citrique et glucose, mais entre glucose et eau, et acide citrique et eau. Et je vais me retrouver dans une solution aqueuse d'un mélange des deux. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc il faut que je sois très vigilant sur ma teneur en eau. Je peux en mettre un peu, mais pas trop. Tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai remis cette partie-là, bon, ça va le passer vite. Alors, l'intérêt des DES dans le domaine de l'extraction, en 2020, on avait 2000 à peu près publics qui portaient sur les DES et l'extraction. Aujourd'hui, on est en 2024, bientôt 2025, on est à plus de 5000. Donc, on voit que dans le domaine de l'extraction, c'est particulièrement utilisé. Les DES, vous en avez déjà certainement vu, déjà entendu parler. C'est tout simplement le sirop d'érable et le miel sont considérés comme des DES aujourd'hui. Et je vous ai mis des publis en dessous qui parlent de ça. On peut considérer que c'est le troisième état liquide, à part l'eau, l'huile et le DES. On a un état liquide un peu différent. Du coup, il semblerait que la nature elle soit capable de faire des DES. Et ça, c'était une des pistes qu'on sait, parce qu'on a un peu le même problème avec les DES que ce qu'on a avec les liquides ioniques. C'est lequel il faut faire, comment est-ce qu'on choisit, où est-ce qu'on va, et ça c'est très très difficile à justifier. Du coup, on s'est dit si la nature est capable de produire des DES, peut-être qu'on peut essayer de s'inspirer de ce qu'elle fait et de regarder comment la nature va s'adapter aux aléas qu'elle peut rencontrer pour élargir son espace de solution. Typiquement, la bardane qui a inspiré entre autres le scratch. Donc nous, on s'est dit, des mélanges de techniques dans la nature, où est-ce qu'on peut en trouver? Alors le miel, le nectar et le sirop d'érable, c'était un peu connu. Et nous, on s'est penché sur qu'est-ce que la nature pourrait faire pour avoir besoin d'un solvant eutectique. Et on s'est dit, les solvants eutectiques, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Du coup, on s'est dit, si on prend une plante qui est capable de résister à la déshydratation, c'est-à-dire qui va être capable, y compris quand elle n'a plus d'eau, de ne pas mourir. Je vais prendre deux cas très concrets. Les algues. Vous les prenez, vous les sortez de l'eau, vous les laissez sur la plage. Quand vous marchez dessus, ça croustille, on dirait des biscuits. Et pourtant, quand ça revient dans l'eau, c'est pas mort. C'est capable de repartir. Alors, évidemment, si vous les laissez 6 mois à l'extérieur, peut-être pas. Mais certaines algues sont capables de rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'extérieur, sans eau, et de repartir dans une configuration classique de vie dès qu'on va les remettre dans l'eau. Alors, c'est pas les seuls. On va avoir des plantes extrémophiles, typiquement celle-ci, là, qui est la rose de Jéricho, la fausse rose de Jéricho. On va avoir les algues, on va avoir les lichens et on va aussi avoir les graines. Vous savez, une graine, typiquement, quand vous la prenez, vous la posez sur une table. S'il y a un peu d'humidité dans l'air, entre 5 et 30% d'humidité dans l'air, la graine, elle ne meurt pas. 10 ans plus tard, vous la plantez, elle va germer. Si vous mettez moins de 5% d'eau, elle va mourir. Et si vous mettez plus de 30% d'eau, elle va germer. Mais typiquement, entre les deux, elle ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'elle a réussi à trouver un système pour être à l'état sec, entre guillemets, mais pas à l'état, mais c'est encore vivant. Du coup, on s'est intéressé aux lichens et aux graines. Et aujourd'hui, en fait, je vais plutôt vous parler des graines. Donc ici, je vous ai pris des cas de tissus qu'on va pouvoir trouver et où on pourrait suspecter la présence de DES, ici et ici. Donc c'est pareil, sur les plantes de la résurrection et la capacité de résister à la dessiccation et d'éviter la concentration de ROS. Ça va être des systèmes qui vont nous permettre de réfléchir à une bio-inspiration. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des graines de colza. Donc on a pris du colza, on a pris des graines. Le choix de la graine de colza était peut-être pas le plus judicieux dans le sens où la graine de colza, ça fait la taille d'une tête d'épingle. Et on a regardé les métabolites présents dans les graines de colza. Et là, alors je vais passer ça assez vite, l'idée c'est pas de regarder tous ces histogrammes, mais on a identifié ici un certain nombre de composés qui pourraient potentiellement être des sources de solvants eutectiques. Une fois qu'on a déterminé les composés pouvant être des sources de solvants eutectiques, ce qu'on a fait, c'est on a regardé par imagerie DESI, c'est de la spectrométrie de masse de surface, on a regardé ici par imagerie DESI où est-ce que pouvaient se trouver les différents composés qui pourraient constituer notre DES, typiquement le sucre, le glutamate et l'ensemble sucre-glutamate. Et on a regardé s'ils étaient côte à côte, parce que s'ils sont dans la graine mais qu'ils ne se voient jamais, c'est sûr que ça ne formera pas de technique. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, ils étaient plutôt proches. Donc, a priori, on a une colocalisation de ces espèces moléculaires qui permettra, à un moment donné, d'imaginer qu'on puisse avoir du DES. Une fois qu'on avait fait ça, c'était intéressant de faire une espèce de screening. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de la spectrométrie de masse basse température, un cold spray. Donc, c'est de l'électrospray, mais en basse température, ce qui permet de maintenir les adduits de liaison hydrogène, ce qu'on n'aurait pas avec un électrospray classique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre échantillon dedans avec
des donneurs d'hydrogène et des accepteurs de liaison hydrogène, donc ceux qui sont en haut ici. On a tout fait passer ensemble et on a regardé ce qui pouvait donner des adduits, versions lesquelles ont l'air d'être associées ensemble, histoire de voir si on mélange tout, est-ce que ça donne la même chose. Et là, ici, on a mis donc du sucre et de la proline, du sucre et du GABA, du sucre et du malate, on a mis d'autres choses, et on s'est rendu compte que, finalement, le malate, il ne va jamais se mettre avec la proline, il ne va jamais se mettre avec le GABA, on aura toujours le sucre comme composé central de formation de ces NADES. Et chacun va former un DES binaire. Et en aucun cas, on a eu de multi-DES, de poly-DES, on a à chaque fois eu des DES binaires, ce qui était un peu une surprise, hein. On était quand même effectivement parti sur le fait que s'il y avait plusieurs composés capables de faire des interactions hydrogènes dans une cellule, on pouvait imaginer que cette cellule, elle serait tout à fait capable de produire des DES plutôt plus complexes que ceux qu'on imaginait dans le laboratoire. Donc, ça, c'était une méthode de prédiction, de screening. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode qui est capable de prédire, c'est une méthode qui dit « j'ai des composés, je les teste, je fais du cold spray et je regarde ce que ça donne ». Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de méthode prédictive et qu'on est toujours obligé de faire des expériences. Et ça, c'est très, très long, hein. Vous imaginez que si je prends du sucre et que je mets tous les acides aminés possibles en face et que j'essaie de faire varier les stoichiométries, je vais vite me retrouver avec 500, 600 expériences à faire pour regarder lequel forme du DES. Du coup, une des méthodes qui a été mise en place, c'est la méthode de COSMO-RS. Alors, je sais que vous avez une présentation de Nicolas Papaikonomou qui vous fera une présentation et à mon avis, il reviendra bien plus sur le COSMO-RS, donc je vais passer assez rapidement dessus. Le COSMO-RS, globalement, c'est pour prédire la physico-chimie des liquides purs et des mélanges, les interactions moléculaires par équation quantique et thermodynamique statistique, et c'est plus rapide et accessible que la dynamique moléculaire traditionnelle. C'est plus simple à faire que des MM2 et ainsi de suite. Du coup, c'est un peu un logiciel pouce-bouton qui nous permet d'étudier des choses assez intéressantes. Dans l'idée, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on s'est intéressé à la composition auquel le mélange allait être liquide, et on a dit, bon, bah, on va essayer de prédire ça par méthode de COSMO-RS en lui rentrant des données statistiques, enfin des données de thermodynamique statistique, le delta H de fusion, l'enthalpie de fusion, et de regarder ce que ça va donner. Donc, alors ça c'est l'équation, hein, donc le delta H de fusion et la température de fusion, c'est ce que nous on va lui fournir, et lui avec ça, il va être capable de prédire. Donc il va prédire un mélange idéal, il va prédire il va dire voilà, le mélange s'il était idéal, ce serait celui-ci, et la courbe que moi je calcule en eutectique, c'est celle-là. Si elle est largement en dessous du mélange eutectique, on pourra se dire qu'a priori, on a plutôt une chance d'avoir un composé eutectique par ces stoichiométries-là. Alors pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 21 diagrammes SLE, on a regardé un petit peu ce qu'on avait, donc ici on a fait ces mélanges-là, et puis on a regardé un petit peu où est-ce qu'on avait des grosses variations. Alors l'idée, hein, c'est d'avoir des variations qui soient plutôt, alors on s'est ciblé plutôt en dessous de 5, parce qu'on avait pris 5 comme référence par rapport à une publication, celle qui est en dessous, et on s'est dit, bah, on va prendre tout ce qui est en dessous de 5. Et tout ça, ça donnera peut-être des eutectiques. Alors, on était un peu déçus parce que si on regarde bien les points qu'on a obtenus, c'est les points qui sont là. Les températures ambiantes, c'est les points qui sont au centre. Donc évidemment, on a bien des eutectiques, mais ils ne sont pas très, très température ambiante. Ça, c'était un peu le problème. Ici, si je prends le cas de l'acide malique et de la proline, on voit la courbe idéale obtenue, on voit la courbe prédite. Donc si typiquement, ma courbe prédite, orange, est bien en dessous de ma courbe idéale. Je pars du principe que ça va être un eutectique. Du coup, on a fait 3 essais de mélange à 3 stoichiométries différentes, se positionnant pas très loin du point eutectique prédit. Et puis, on a regardé ce que ça dit. Et effectivement, on a bien quelque chose de liquide à 93 degrés. Et de façon surprenante, on s'est rendu compte que nos mélanges étaient bien dans les températures prédites, mais surtout qu'ils restaient liquides à température ambiante, ce que Cosmo avait très mal prédit. Traduction de ce truc-là, Cosmo a prédit qu'on aurait quelque chose qui serait plutôt un eutectique parce qu'on est bien en dessous de l'idéalité, et ça marche plutôt bien. Par contre, il n'est pas capable de prédire un point eutectique de façon correcte. Typiquement, lui, il dit que le point eutectique, c'est à 80 degrés, enfin 83, et que le point eutectique réel de non composé, bah, nous, à température ambiante, c'était toujours liquide. Ce qui veut dire que le point eutectique, il est encore plus bas. C'était le cas aussi pour le malade proline. Bon, par contre, pour le malade citrate, c'était un peu différent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cosmo, il nous permet de prédire assez facilement les choses. Par contre, il est un peu à la rue sur les valeurs. C'est-à-dire qu'il a un delta quasiment de 80 degrés, ce qui n'est quand même pas un détail, hein. Mais il est déjà assez intéressant pour nous dire, tu peux regarder là, il y a peut-être un eutectique derrière. Par contre, attention, c'est peut-être pas la température eutectique réelle.
La limite quand même de ces trucs-là, c'est que je suis obligé de faire une prédiction à la fois. Il faut que je récupère les données thermodynamiques, ce qui fait que pour tous les mélanges, je vais devoir rentrer les données thermodynamiques de l'acide malique, les données thermodynamiques de la proline, et ainsi de suite. Du coup, c'était un peu long. On a développé autre chose, c'est ce qu'on appelle du machine learning. Alors, le machine learning, on en a développé deux axes. Un en classification, ce qui nous permettra de faire du qualitatif. Donc ça devrait vous parler. Hein, je lui montre un chat, un chien, un chat, ainsi de suite. Je dis à la machine ce que c'est. Lui, il est capable de me les classer. Je vais lui les classer comme ça en disant ça, c'est les chats. En dessous, ça, c'est les chiens. Et puis, à un moment donné, je vais lui dire bon, ok, ça, c'est quoi? Et normalement, lui devrait être capable de me dire c'est un chat ou c'est un chien. Et on a fait aussi de la régression. Et ça, c'est plutôt du quantitatif, où là, on va lui donner des critères spécifiques en lui disant, voilà, là, je t'ai donné plusieurs maisons, certaines ont une piscine, d'autres pas de piscine, d'autres des étages, pas d'étages, la localisation. Je lui donne toutes ces infos-là. Et lui, à partir de ça, il est capable de m'estimer le prix d'une maison. Ça, c'est deux exemples. Nous, pour faire ce qu'on veut faire, le premier va nous permettre de déterminer si les mélanges qu'on veut faire seront eutectiques ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont bien avoir un point de fusion suffisamment bas pour ce qu'on souhaite faire. Et le deuxième nous permettra de déterminer, par exemple, des propriétés physico-chimiques, à savoir, par exemple, des valeurs de viscosité. Donc, on a travaillé là-dessus avec une équipe de Toulouse et on leur a donné tout un panel de données, beaucoup de données du laboratoire. Eux ont mis en place le système de modèles, ont entraîné les modèles et de là, on a réussi à obtenir à travers ces modèles-là. Donc là, on a les descripteurs, c'était les ratios molaires, les donneurs et accepteurs de liaison hydrogène, la masse moléculaire, le log de P. Et pour les structures moléculaires, on a utilisé 3 modèles qui sont Morgan, Bob et BAT, qui sont des modèles classiques de description de modèles moléculaires. Et à partir de ces 9 modèles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné 219 mélanges eutectiques, 384 mélanges non eutectiques, et lui, il nous a sorti du mélange. Et il nous en a classé 111 sur 121 correctement. Donc ça veut dire que son taux de prédiction correct, c'est 111 sur 121. A priori, avec ça, je peux assez facilement prédire correctement si ce que je veux faire, ce sera un DES ou pas. Ça, c'était sur la partie classification. Maintenant, sur le modèle de régression, on a fait la même chose et on a regardé cette fois-ci les températures, teneur en eau. Les descripteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais le principe est exactement le même. Et on lui a, avec ces deux modèles-là, donné 1450 points de viscosité. Et on lui a dit, vas-y, dis-moi ce que tu as. Sur toutes les données connues, on lui a fait faire des tests et il est précis à 2,2 millipascal seconde. Et sur des données inconnues, il est capable de nous les prédire à 5,3 millipascal seconde. Il faut savoir que nous, à partir de... Si on est précis à 50 millipascal seconde, pour nos applications, ça nous suffit largement. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a là un modèle prédictif qu'on est en train de construire qui va nous permettre à un moment de s'affranchir d'une grosse part de partie expérimentale pour essayer d'aller cibler les solvants eutectiques que je peux faire pour des applications dédiées. Pour tout vous avouer, dans l'idée, le monde idéal de ce qu'on souhaiterait faire, ça serait super d'avoir la même chose en machine learning qui soit capable de lui dire, bah voilà, je voudrais faire de la synthèse organique de telle façon, avec telle viscosité, capable de résister à telle température, pour telle propriété, et que lui, il dise, bah, du coup, vas-y, fais ce solvant eutectique-là, ça, ce serait parfait. Mais on n'en est pas trop là. Donc, les gros avantages, c'est qu'on a quelque chose qui est moins chronophage. Ce qui est sûr, c'est que ça ne remplacera pas le screening expérimental qui, lui, est le seul à nous donner des résultats qui sont très concrets. Le reste, on est vraiment sur des choses qui sont issues quand même de valeurs prédictives. Ça oblige quand même à un moment donné à faire les manips. Il n'y a pas trop d'histoire. Je vais passer assez rapidement sur le avec eau et sans eau parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps pour les questions. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on rajoute de l'eau dans les solvants eutectiques, la plupart du temps, c'est pour baisser les viscosités. Regardez ici, avec eau et sans eau, la viscosité, elle peut baisser d'un facteur 100. Donc, ça, c'est assez intéressant. Par contre, il y a des limites. Je ne rentrerai pas dans ce détail de ces limites-là. Il faut savoir qu'en publication, vous avez des gens qui peuvent vous dire alors 60% d'eau, 50% d'eau, ça marche. C'est très dépendant du type de solvant et nous, honnêtement, à plus de 30%, 35%, on commence à trouver que c'est difficile de parler d'eutectique encore. Donc ça, c'était avec l'eau. Tout ça, je vais le passer vite parce que je veux vous montrer quand même, pour finir, toute une partie d'exemples qu'on a menées sur des études d'extraction de polyphénol par les solvants eutectiques. Donc typiquement, il y avait une centaine de publications qui portaient sur les extractions conventionnelles ultrasons et micro-ondes en solvant eutectique.
Ce qu'on avait, c'était généralement toujours des effets assez intéressants. Donc, je vous ai mis en dessous toute une série de publications, si vous voulez aller voir. Ce ne sont pas des publications qui sont obligatoirement toutes très récentes, mais elles datent de 2016-2020 en moyenne, qui parlent justement d'utilisation de ces solvants eutectiques dans des configurations d'extraction de polyphénol. Globalement, on sera toujours en extraction conventionnelle avec du chauffage, de l'agitation et les résultats qu'on a obtenus, typiquement, c'est ces types de résultats-là. Si je regarde bien, je ne peux pas vraiment dire là sur le histogramme de gauche que j'ai des meilleurs résultats sur l'extraction de l'acide rosmarinique en solvant eutectique versus méthanol ou éthanol. Enfin, méthanol ou méthanol eau. Typiquement, pour moi, on a à peu près les mêmes résultats, il n'y a pas de sélectivité, il n'y a rien de différent. Par contre, la seule différence, c'est qu'on ne travaille pas avec du méthanol, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas différent dans le sens où ce n'est pas meilleur en performance. Par contre, on a éliminé le méthanol. Et ça, rien que ça, c'est un vrai intérêt. Là, ici, ce qui était intéressant, c'était le côté, là, la partie en haut, c'est un solvant ionique, et en dessous, ce sont des solvants classiques. Et l'idée, c'était de regarder l'efficacité de l'épigalocatéchine dans les feuilles de thé. Les feuilles de thé vert, et on se rend compte que assez rapidement, ici on est sur des jours, on a une diminution du taux d'épigalocatéchine plus importante dans les solvants traditionnels que ce qu'on a dans les solvants type eutectique. Donc on sait aujourd'hui que les solvants eutectiques peuvent être des solutions de protection. Donc ça veut dire que si je le conçois bien, mon solvant, il pourra servir à la fois de solvant, mais aussi de conservateur de propriété pour les extraits que je vais pouvoir proposer. Et ça, c'est quand même super intéressant de se dire, j'ai un solvant, je ne l'éliminerai pas, je laisserai mes composés à l'intérieur et à la fin, j'aurai mes métabolites d'intérêt qui seront déjà dans le solvant que je vais vendre avec le produit fini parce qu'il aura un intérêt. L'idée, ce n'est pas juste de le vendre parce qu'il est dedans, c'est de le vendre parce qu'il peut apporter un intérêt. Et c'est ce qu'on voit bien ici sur les conservations des propriétés antioxydantes, entre autres. C'est la même chose à peu près qu'on observe sous irradiation micro-ondes. Ici, vous avez un essai sur la quercétine avec ici des micro-ondes, des ultrasons et des conditions classiques. Donc on voit bien qu'on garde à peu près les mêmes choses qu'on avait hors solvant eutectique. On est toujours sur des choses qui sont à peu près équivalentes, c'est-à-dire que ce qui marchait bien, ce qu'on trouvait avant, c'était le reflux marche un peu moins bien que les ultrasons, qui marchent plus ou moins bien que les micro-ondes en fonction des matrices sur lesquelles je travaille. On observe toujours le même type de choses. Donc ça, c'était un exemple sur la quercétine. C'est à peu près la même chose. Ici, il y avait un truc qui était intéressant, c'est qu'on a un cas ici où on est sur ultrasons et micro-ondes combinés. C'est un Italien de Turin qui fait ça. Il est capable de faire des micro-ondes et des ultrasons combinés et on voit qu'en combinant les micro-ondes et les ultrasons, il gagne encore un peu en capacité. Donc ça permet de voir qu'on a des solvants qui sont toujours compatibles avec les méthodes traditionnelles d'extraction, les méthodes un peu moins conventionnelles que sont les micro-ondes et les ultrasons. Et pour finir, la grosse difficulté de ces solvants-là, et qui n'est pas encore bien résolue aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la caractérisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des solvants qui sont des vrais problèmes pour pouvoir faire de la caractérisation. Si, par exemple, je veux caractériser les propriétés antioxydantes, je suis très, très limité parce que Folin-Chocalteux ne fonctionne pas très bien, parce que les essais type des PPH, ORAC, FRAP, tout ça, ça ne marche pas extrêmement bien. En tout cas, il y a des biais qui viennent du solvant. Et du coup, ça pose des problèmes. Que l'HPLC-MAS, c'est fonctionnel, mais par contre, ça a tendance à beaucoup encrasser et les colonnes et les sources. Du coup, c'est quand même encore un problème. Et ça, ce sera certainement le challenge à venir. Aujourd'hui, on sait que ce sont des solvants performants, on sait que ce sont des solvants intéressants. Le gros challenge à venir, ce sera de réussir à faire de la caractérisation dans ces milieux solvants. Et voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je crois que j'ai une diapo sur les phases solides d'extraction, mais rien de bien méchant. C'est une des solutions. Typiquement, avec ça, on arrive à éliminer 95% du DES. Le problème, c'est qu'on perd aussi des polyphénols. Et puis surtout que 95%, ça ne suffit pas. S'il reste 5% du DES, c'est toujours un problème pour les caractérisations. Une des solutions finales qu'on a trouvées, c'est de faire de l'électrochimie analytique qui permet, par voltammétrie cyclique, ici, de déterminer les concentrations en polyphénol directement in situ. Et ça, c'est une vraie piste qui ne marche pas trop mal. Voilà. Je vous remercie. Normalement, j'ai fini. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et comme ça, il reste un peu de temps pour les questions. Je suis désolé, c'est allé un peu vite.
Merci beaucoup Ludovic pour votre présentation. Du coup, on va passer aux questions. Vous pouvez soit utiliser le chat, soit prendre la parole directement. Bonjour, j'ai une question sur la toxicité des solvants. Vous disiez que du coup, il y avait un intérêt à les laisser dans les produits finis. C'est un domaine que je ne connais pas du tout, du coup, je pose cette question. Alors, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question parce que les solvants eutectiques en eux-mêmes, pour l'instant, ce qui est toléré en toxicité, c'est de dire si j'ai pris deux composés qui séparément ne sont pas toxiques, donc par exemple, je reprends le cas de l'acide citrique et du glucose, mais on pourrait imaginer, si on faisait de la formulation pour faire des extraits cosmétiques, on pourrait très bien prendre la liste Chine et sur cette liste Chine dire je prends deux extraits qui sont issus de la liste Chine, donc autorisés en formulation cosmétique, je pars du principe qu'ils sont safe et je les associe ensemble, ça forme un solvant, mais comme il n'y a pas de liaison covalente, c'est toujours les deux produits de départ et il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est toléré, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, clairement, deux composés qui sont solides ne peuvent pas avoir la même toxicité qu'un truc liquide à température ambiante, entre autres sur les barrières d'un certain nombre les barrières de la peau. Quand je touche des solides, c'est pas la même chose que quand je touche un liquide. Donc il y a déjà ce problème-là. La grosse difficulté, c'est qu'il est assez difficile de faire des études tox précises. Pourquoi? Parce que quand je fais de la toxicité, souvent, je mélange avec un solvant. Enfin, je veux dire, je peux pas dire, par exemple, je vais mettre des poissons dans des solvants eutectiques sans eau et puis voir s'ils survivent. Je peux déjà dire qu'ils survivront pas. Et ça veut pas dire que c'est toxique. Le problème, c'est que si je mets de l'eau, je vais tout dissocier. C'est mon fameux problème dont je parlais tout à l'heure. Si je dépasse 35% d'eau en masse, je vais me retrouver avec mon acide citrique d'un côté, mon glucose de l'autre, et ce que j'aurai, c'est de l'eau avec du glucose et de l'acide citrique. Et je reviendrai bien, pour le coup, à la toxicité des composés séparés. Sur une formulation cosmétique ou sur une formulation qui pourrait être à destination de l'agriculture, on pourrait imaginer que le solvant, au départ, il est associé, mais quand je vais l'utiliser, on imagine l'ingrédient, il arrive chez un formulateur, le formulateur remet une quantité d'eau importante à l'intérieur, ça lui a permis de conserver son extrait de façon importante jusqu'à son utilisation dans sa formulation cosmétique finale, mais lui, dans sa formulation cosmétique finale, ce qu'il va faire, c'est qu'il va beaucoup diluer, et comme il va beaucoup diluer, il va dissocier les solvants, et ce qu'on aura, c'est les deux espèces séparées. Et là, on reviendrait effectivement sur la toxicité des composés de départ. Mais pour la toxicité du mélange, il y a des choses qui sont faites pour l'instant, c'est très très insatisfaisant. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je peux peut-être me permettre, je suis Saint-Jean Zach, je connais Ludovic. Oui, Et j'ai quand même malgré tout salut Serge. j'ai quand même malgré tout une question derrière, parce que ça m'a fait revenir la question en tête. Est-ce que tu as des idées justement d'un peu de l'évolution de l'influence du pH, ou même peut-être de ce que devient un pKa ou un effet de donneur ou accepteur d'hydrogène dans ces composés extrêmement purs, ces solvants extrêmement purs? On ne peut plus parler du tout de même chose que ce qu'on connaît dans l'eau. Mon Dieu, que c'est méchant comme question. Alors ça, c'est la grosse interrogation qu'on a en ce moment. Nous, on fait en ce moment des études de captation de CO2, entre autres dans ces solvants-là, et on sait que pour le CO2, le pH est extrêmement important pour la captation. Le problème, c'est que si je prends par exemple des hydrophobes, calculer un pH dans un solvant hydrophobe, déjà quel est le sens de ce truc-là? Ça a très peu de sens, et calculer un pH sur quelque chose qui n'est pas dissocié et qui après va se dissocier. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des mesures de pH. Alors, on fait des mesures de pH avec un pH mètre, on fait des contrôles bandelettes, mais je pense que le pH qu'on mesure, il a aucun sens. C'est-à-dire nos pKa n'ont aucun sens, nos pH n'ont pas de sens. Mais pire que ça, quand j'ai parlé tout à l'heure de bio-inspiration, je suis parti sur le malate, mais en fait, aujourd'hui, personne n'est capable de dire dans une graine à quel pH on se trouve. On ne sait pas. On ne sait pas dans une graine le pH physiologique, il est où. Du coup, est-ce qu'on est en acide malique? Est-ce qu'on est en malate? Est-ce que c'est ça justement qui décale potentiellement les pK? J'en sais rien en fait. Donc je ne peux pas vraiment répondre à ta question parce que je ne sais pas. C'est pas top comme réponse à ma question. Mais ouais, je ne sais pas. Ouais, non, mais moi, je suis sûr que c'est une vraie étude à faire, honnêtement.
Il y a une vraie étude à faire sur les pH parce que je crois qu'il y a un vrai challenge à comprendre la stabilité. Il faut savoir que les liquides ioniques, ils sont super parce que c'est hyper stable. Les solvants eutectiques, ils sont un peu plus chatouilleux. C'est beaucoup moins stable dans le temps. Alors, quand on fait des développements cosmétiques, c'est un peu compliqué. Et du coup, je pense que cette influence de pH, elle joue sur ces stabilités. Donc, il y a un vrai domaine de recherche là. S'il y a des gens qui ont envie de se lancer là-dedans, il faut y aller. À mon avis, il y a vraiment des choses à faire. Ah, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat aussi. Comment ça se comporte dans les systèmes multiphasiques? Ouais, mal. Enfin, mal. Non, pas mal. On a fait des systèmes multiphasiques où on a mélangé des DES. Le problème, c'est qu'on peut interchanger. Le DES, il peut évoluer. Ça veut dire que finalement, mes interactions hydrogènes que j'avais faites au départ, elles peuvent changer. Je peux me retrouver avec des nouvelles interactions hydrogènes. Et un DES hydrophobe pourrait presque devenir un DES hydrophile parce qu'il va pouvoir échanger avec d'autres parties. Du coup, sur des systèmes multiphasiques, eh ben, il peut être hydrophile au début, passer hydrophobe après, et se retrouver du coup dans mon mélange eau-huile avec un coup il est dans l'huile, un coup il est dans l'eau, et c'est pas obligatoirement stable dans le temps. Et ça, c'est un peu gênant. Bonjour Ludovic, je peux poser une question? C'est Nicolas Papaïkonomou à l'appareil. Oui, oui. Je veux juste, merci beaucoup pour ta présentation. L'idée des systèmes multiphasiques me fait un petit peu réagir. Je peux peut-être compléter un petit peu ta réponse Je t'en prie. pour la personne qui est intervenue. C'est, comme le dit Ludovic, il faut bien se rendre compte que le DES étant un mélange d'au moins deux composés, ces deux composés n'ayant pas de liaison covalente, comme il l'a expliqué, et ce qui fait que ça lui pose un problème en tant qu'organicien, eh bien, si on met ce DES entre deux phases, une phase eau par exemple et une phase huile, rien ne dit que les deux composés vont se comporter pareil. Donc on peut avoir, alors quand il parle d'évolution, on peut parler même pas, c'est pas de la détérioration, de la dégradation, mais ce ne serait plus un DES puisque ça devient des composés qui sont solubilisés dans un solvant. Et en tant que tel, ils vont se comporter comme n'importe quelle soluté. Donc ça, il faut faire assez attention à ça. Ouais. On n'en parle pas toujours, mais c'est une contrainte qu'on a. Alors moi, en janvier, j'en parlerai justement un petit peu de ça, c'est pour ça que je rebondissais, pour faire un peu le teaser sur Cosmotherm et ces systèmes biphasiques. C'est pour faire revenir les gens en janvier, quoi. Voilà, exactement. Et aussi pour vous dire que Cosmo, effectivement, a des problèmes pour les points de fusion, mais il marche pour un certain nombre de points de fusion dont je vous parlerai. Et il peut être très utile pour ce genre de système biphasique. Justement. Sur les tendances, il est intéressant. Et sur la deuxième partie de la section, de savoir quel type de composés actifs, hydrophiles ou lipophiles étaient les mieux solubilisés, bah, ça dépend du type de DES en fait. Et c'est là où il faut bien choisir son solvant. C'est si je prends le bon solvant, il solubilise la bonne molécule. Donc si je prends des plutôt hydrophiles, ils vont solubiliser des hydrophiles. Plutôt hydrophobes, ils vont solubiliser des hydrophobes. Mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment aller chercher des interactions secondaires type force de Kissom, London, tout ça a une importance en fait. Il faut vraiment pas se focaliser que sur la polarité. Je vois une personne qui lève la main. Ce sera Oui. la dernière question. D'accord. Merci pour votre présentation. Alors, moi, je suis plus du côté biocatalyse. Et j'ai vu que vous aviez évoqué l'utilisation des DES et de leurs variantes en biocatalyse. Est-ce que vous avez des collaborations ou des informations plus complètes là-dessus? Est-ce qu'elles apportent réellement un effet par rapport à des catalyses qui ont lieu dans d'autres types de solvants? Ouais, c'est assez intéressant. On a travaillé sur, entre autres, des biocatalyses sur des sucres qui marchaient assez bien. Le seul problème qu'on a, c'est, je vais revenir sur mon problème analytique sur lequel je suis passé très très vite à la fin, qui était de dire on ne sait pas comment analyser. Alors on imagine, hein, déjà quand on fait de la biocatalyse, on a souvent les analyses à faire derrière peuvent être un peu complexes. Et là, on rajoute deux composés qui veulent tout sauf quitter le milieu dans lequel on les a mis. Du coup, l'analyse des produits finis, elle est un peu complexe. Et pour l'instant, la limite qu'on a, elle est pas trop sur elle est pas trop sur. On voit qu'on protège. Typiquement, on a fait des réactions, des trucs avec des enzymes, des choses comme ça qui marchent très très bien. On protège vraiment les enzymes. On peut aller travailler sur des températures plus élevées ou des pH différents. Et là, c'est vraiment intéressant. Par contre, on a un vrai souci quand on fait vraiment de la biocatalyse, de faire de la caractérisation analytique derrière. J'ai du mal à sortir les produits quand ils sont dans les DES, en fait. C'est un peu le défaut. C'est pour ça qu'on a.
en fait, comme on est un peu feignant, quand on a réfléchi en se disant, ah, si on pouvait ne pas acheter le DES, aujourd'hui on vous le vend en disant, ah, puis c'est développement durable, on ne le jettera pas, ça fera pas de coproduit. Il y avait aussi le truc de, à un moment donné, on n'arrivait pas à le sortir, donc on se dit que si on pouvait le laisser, ce serait bien. Et c'est aussi ça qui nous a amené à réfléchir à le laisser. Par contre, je suis assez convaincu, surtout si on travaille sur des milieux proches des milieux physiologiques, que sur la biocatalyse, on va être bien plus intéressant, quoi. D'accord. Merci. De rien. Merci encore Ludovic. De rien. On va maintenant passer à la conclusion. Je partage rapidement mon écran. Oui, merci encore du coup Ludovic pour cette présentation. Et on se retrouve du coup le 4 décembre 2024 pour une nouvelle présentation sur les métabolons biocondensats et partition de phase, différentes facettes d'un concept essentiel à la plasticité métabolique des plantes, présenté par Jean-Étienne Bassard de l'Institut de biologie moléculaire des plantes de l'Université de Strasbourg. Bonne journée.